Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette deuxième table ronde consacrée au paysage productif. Alors, on a choisi d'organiser une série de tables rondes autour de ce thème dans la mesure où différents projets européens ont cherché à développer cette notion de paysage productif. Et puis, cette notion, elle fait largement écho au prochain thème d'Europe 16 qui sera consacré aux villes vivantes. Du coup, c'est quoi au fond ces paysages productifs? Alors, les paysages productifs, ils vont au-delà de l'idée de nature et de paysage ornemental pour activer la ressource naturelle, agricole ou paysagère, dans une logique environnementale et productive. Ils ouvrent le patrimoine naturel à de nouveaux usages, ils créent des parcs et des terrasses productives pour tester, expérimenter des solutions pour le territoire ou la ville autosuffisante. Ils développent des approches écosystémiques et des démarches d'économie circulaire. Alors, on va retrouver toutes les stratégies autour de la récupération des eaux de pluie, de l'utilisation des matériaux locaux, ou encore la promotion des circuits courts. Les paysages productifs, ils ouvrent des réflexions sur l'urbanisation des campagnes et des lisières et le développement de projets à même de dépasser les oppositions binaires. Ville-paysage, ville-nature, ville-rurale, centre-périphérie, minéral-végétal, préservation, densification ou encore biodiversité et densité. Ils pensent les campagnes urbaines et inventent de nouvelles formes d'habiter. Ils ouvrent une période féconde pour transformer les relations que les villes et les territoires entretiennent avec la nature et le vivant en général. Alors, il y a de nombreux projets de paysages productifs qui sont développés, et notamment sur les sites de l'agglomération du Pays de Dreux, un territoire périurbain et rural dominé par une agriculture extensive. L'agglomération aujourd'hui réfléchit à une meilleure intégration urbaine et paysagère et à un aménagement plus vertueux de ces zones d'activité pour en faire de nouveaux espaces productifs davantage ancrés dans le territoire et moteurs de la transition écologique. Sur le pays de Saint-Omer, il y a certains projets qui nous ont invités à une autre lecture de la ressource liée à la présence de l'eau. Et puis, sur le site de Rochefort-Océan, des projets se sont interrogés sur la Charente comme fleuve productif, la présence du marais et la possibilité de faire ville malgré les risques d'inondation, avec l'objectif de dépasser les fonctions traditionnelles de l'eau, les fonctions agricoles, industrielles, commerciales, touristiques, et en faire un vecteur de continuité urbaine et paysagère et le ferment d'un projet culturel et de cohésion sociale et urbaine. Alors, pour discuter de cette thématique-là, sur ces villes productives, on a un certain nombre d'intervenants. Bonjour et merci beaucoup pour votre présence. Donc, on a Jean Richer, qui est architecte des Bâtiments de France, UDAP de la Charente-Maritime. Marie-Hélène Badia, qui est présidente du jury Europe 15 et puis architecte et enseignante à l'ENSA Val-de-Seine. Et on a aussi donc les équipes, donc l'équipe qui représente donc le projet lauréat de Saint-Omer, Hydroproductive Parks, avec donc la présence d'Iris Chervet. On a le projet lauréat de Rochefort-Océan, l'escargot, la méduse et le bégonia, avec la présence de Clara Louquel et Benoît Barnou. Et puis enfin, le projet Ecological Magnets, le projet mentionné du Pays de Dreux, avec donc Chloé Baladier et puis Gaëtan Brunet. Donc, merci à tous pour votre présence et je me tourne donc vers Marie-Hélène Badia pour commencer cette table ronde avec cette question. Quelles sont selon vous en fait les conséquences de cette notion de paysage productif pour la pensée urbaine et architecturale, et une question peut-être un peu provoque sur, au fond, est-ce que les paysagistes, selon vous, sont mieux armés conceptuellement et méthodologiquement que les architectes urbanistes pour traiter de ces problématiques autour des paysages productifs? Merci Raphaël, bonjour à tous. Donc, pour répondre à cette question, déjà, je pense qu'il faut réfléchir de deux manières aux questions de paysage productif, de grandes manières, parce que bien sûr, c'est un sujet assez complexe. Je pense que d'une part, il y a la question du frein, voire de l'arrêt de l'étalement urbain. Et donc, certainement, déjà, la période qu'on est en train de vivre, plus le contexte de réflexion qui a précédé, va amener, je pense, à rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus sensible, si ça n'était pas encore le cas pour les décideurs, pour les élus, la nécessité
protéger le paysage productif. Ça, c'est le, enfin, ou du moins l'agriculture. Je ne sais pas le terme de paysage productif ou d'agriculture. Je pense que du moins le frein apporté à l'étalement urbain sera certainement mieux compris. Ensuite, il y a la deuxième question, je pense, c'est comment est-ce qu'on fait coexister l'agriculture, le paysage productif et la ville. C'est-à-dire comment est-ce on les parce que la question du train, pour que ça devienne une mitoyenneté infranchissable, ce qui est peut-être le danger d'une réflexion qui peut être ouverte. On protège, mais quelque part, on fait un mur qui sépare. Donc, la question qui va intéresser les paysagistes comme les architectes, comme les urbanistes, je pense, c'est celle de la coexistence productive. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait une compétence particulière. On l'a bien vu au travers des réponses d'Europe 15, qui me semble pour beaucoup d'équipes mêler des compétences diverses. J'ai envie de dire également ici que on a pu analyser que les réponses qu'on avait cette année, ça n'était pas seulement la transformation du territoire, mais c'était avant cette transformation le soin apporté au territoire. Enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé et que j'ai essayé de mettre en relief dans les conclusions que j'ai pu tirer de la session. Et ce soin apporté au territoire, on voit bien qu'il nécessite des compétences diverses parce que les architectes mais les paysagistes doivent remettre en question leurs approches, mais les paysagistes également, parce que cette préparation au paysage productif, je pense qu'elle demande de faire évoluer les compétences de chacun. On n'est pas dans le paysage d'embellissement, dans le paysage décrit par le XIXe siècle. On est dans un autre rapport à un paysage qui serait productif. Donc, c'est des compétences à acquérir pour tout le monde. Voilà. Donc, merci Marie-Hélène Badia pour ces premiers propos. Donc, je me tourne vers Jean Richet donc pour recueillir votre impression par rapport à ce que vient de dire Marie-Hélène Badia, notamment une question autour de l'évolution des compétences des architectes et des paysagistes urbanistes. Est-ce qu'il y a une nécessité effectivement de faire évoluer un certain nombre de compétences pour traiter pleinement de cette question de paysage productif? Alors, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Pour ma part, je reviendrai peut-être par une prise de recul historique, en fait, puisque Marie-Hélène, vous venez de parler des paysages productifs. Faut-il encore les reconnaître? Et je ne suis pas sûr que tout un chacun, en fait, on puisse reconnaître dans un champ agricole, dans même, une zone d'activité économique, un paysage. Or, cette question même de la reconnaissance du paysage productif, elle me semble essentielle. Donc, pour ma part, je représente d'une certaine manière la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, puisque je suis architecte des bâtiments de France. Et avec l'ADREAL, nous avons suivi cette candidature, en tout cas cette proposition de site pour Europe 15. Et en proposant 4 sites à Rochefort, Rochefort, c'est une ville nouvelle, pionnière c'est fin du XVIe siècle, qui a ceci en fait de s'être construite à partir d'une usine, l'arsenal de Rochefort. Et il y a un tableau, entre autres, au musée du Louvre, peint par Joseph Venet, qui représente l'arsenal de Rochefort, où au XVIIIe siècle, en fait, on expose, puisque le paysage passe par la représentation picturale, on expose l'usine qu'est l'arsenal de Rochefort. Et en ça, ça renvoie à une idée de seconde nature telle que avait pu aussi l'écrire Buffon. Je crois que c'est Clara et Benoît, vous avez cité Buffon dans votre présentation de projet. Effectivement, cette seconde nature très anthropisée, qui s'oppose presque à la nature primitive, la première,
c'est celle du paysage productif. Aujourd'hui, on est certainement en train de vivre une troisième nature et c'est vraiment intéressant. Alors, j'en profite pour faire un aparté. Effectivement, à Rochefort est intervenu aussi Bernard Lassus, c'est lui qui a beaucoup parlé de troisième nature. Cette troisième nature, elle a été aussi développée dans le cadre de l'opération Grand Site, puisque l'estuaire de la Charente est maintenant un grand site de France, avec cette caractéristique justement d'intégrer au sein d'un paysage naturel, quoique fortement tropisé, une dimension urbaine importante. Ça arrive donc à la question que vous posiez sur les compétences de chacun. Alors, à mon sens, c'est une question qui ne se pose pas, ou en tout cas qui ne se pose pas en ces termes. La question ne c'est pas de savoir qui est le plus compétent pour résoudre ce questionnement lié au paysage productif, mais d'arriver à les saisir. Et pour ça, puisque l'on parlait de nature, il me semble que le plus important, c'est de reconnaître en fait la grandeur naturelle de ces territoires, et donc de les analyser à leur bon périmètre. Et en cela, il me semble que paysagistes, architectes, urbanistes, en fait, ont des outils différents, mais les politologues, les juristes, qui sais-je encore, ont d'autres outils, les écologues. Voilà, l'intérêt, c'est de partager ces visions autour de périmètres qui soient pertinents. Et je pense qu'on y reviendra, mais c'est sur l'établissement de grands périmètres de réflexion que certainement se situe la réponse. Donc, merci beaucoup, Jean Richer. Donc, vous posez la question des périmètres et aussi peut-être de la question de l'échelle. À quelle échelle est-ce qu'on peut finalement traiter cette question des paysages productifs? Est-ce qu'il y a une échelle qui est préférable à une autre? Est-ce qu'il faut poser la question de cette échelle à une échelle micro-locale, à des échelles plutôt régionales? Est-ce que c'est une imbrication de multiples échelles et puis de différents types de périmètres? Donc ça, c'est une question que j'avais bien posée aux différents représentants du coup des équipes qui ont répondu au concours Europan, avec peut-être d'abord les propos de Iris Chervet, donc représentant du projet Hydro-Productive Parks, le projet lauréat de Saint-Omer. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet et puis peut-être répondre à cette question des périmètres et puis des échelles? Oui, sur la question des échelles, je pense que dès lors qu'on parle de paysage productif, il n'y a pas une bonne échelle de réponse, mais ça induit forcément une approche multiscalaire qui va convoquer à la fois des notions géographiques, donc pour comprendre le paysage naturel, et puis des solutions ou des expérimentations locales. Et c'est cet entrelacement des échelles qui va permettre d'aborder la question du vivant et des interrelations entre les milieux construits et les milieux naturels. Donc à Saint-Omer, le sujet traitait de la question de l'eau et de la relation entre l'eau et la ville, puisque c'est un territoire qui est bordé par le marais audomarois, qui a été aménagé depuis le Moyen-Âge, qui est un système hydrographique très complexe et pas très intégré à la ville. Donc il s'agissait d'imaginer comment les deux milieux, la ville et le marais, pouvaient trouver des interfaces, pouvaient s'imbriquer, et comment l'eau pouvait devenir une ressource productive pour ce territoire. Et puis c'est un site qui, à la base, ne souhaitait pas proposer de périmètre défini, et qu'il a fait pour l'exercice, disons, d'Europan, en proposant un multisite composé de 5 sites répartis sur 3 communes. Donc, d'emblée, ça posait la question de l'échelle du projet. Et pour aborder cette question de l'eau, ça implique de comprendre le fonctionnement hydrogéographique du territoire. Donc, de comprendre aussi comment les activités productives d'un territoire, elles s'implantent en fonction des caractéristiques géographiques, naturelles, et en fonction de cette ressource en eau qui est présente sur le territoire sous différentes formes. Donc, le projet a commencé à l'échelle de la biorégion. Donc, c'est un espace géographique qui tient compte vraiment des milieux habités et non pas des périmètres administratifs ou politiques. Et le travail de cartographie à cette échelle, il a permis de mettre en évidence la situation d'interface de Saint-Omer, qui est donc composée de 2 grandes entités paysagères qui correspondent à 2 socles géologiques différents. D'une part, le massif crayeux de l'Artois, et d'autre part, la plaine argileuse de Flandre. Et cette échelle, elle a permis aussi
donc d'avoir cette compréhension des paysages et puis d'anticiper comment ces paysages pourront se transformer en relation avec les mutations climatiques en cours et en particulier avec l'élévation du niveau de la mer, puisque toutes les terres qui sont situées entre Saint-Omer et le littoral forment un grand pôle d'air, donc des terres qui ont été gagnées sur la mer et qui pourraient redevenir une lagune avec la montée des eaux, ce qui impliquerait un repositionnement total des polarités sur le territoire, des mouvements de population vers l'arrière-pays, et donc possiblement pour Saint-Omer une transformation dans sa vision de développement à long terme. Et donc, si le projet commence à cette très grande échelle géographique et aussi à cette grande échelle temporelle, puisque c'est une projection quand même à assez long terme, ensuite, le projet redescend à l'échelle de l'intercommunalité et des sites de projet dans des échelles de temps plus courtes et propose un double système de parcs qui vient amplifier les deux grands paysages élémentaires de craie et d'eau qui composent les paysages de l'Audomarois. Et donc, ces deux grands parcs vont matérialiser les interfaces entre ville et eau et ils vont associer des géographies naturelles comme une rivière, une vallée et des géographies artificielles comme un canal, un boulevard pour transformer ces géographies en ressources productives. Et donc, ces grandes structures vont à la fois être des paysages naturels qui vont permettre de gérer les aléas liés à la montée des eaux, avec des parcs d'expansion des crues, par exemple. Ils constituent des paysages capables qui vont à la fois être des structures de densification pour accueillir des nouveaux habitants et en particulier du logement social, puisque c'est une ambition forte de la ville sur ce sujet-là. Et en même temps, ce sont des paysages naturels avec des parcs d'expansion des crues qui vont permettre de gérer l'aléa de la montée des eaux. Merci Iris. Vous avez terminé pour la présentation de votre projet. Ok, très bien. Du coup, je me tourne vers Clara Louquel et Benoît Barnou, donc les représentants là, du projet lauréat de Rochefort-Océan, l'escargot, la méduse et le bégonia. Peut-être avoir votre point de vue sur justement cette question des échelles et puis nous présenter aussi votre projet. Alors merci. Alors peut-être que pour commencer, dire quelques mots de cette question du paysage productif et des réflexions qui tournent autour. Parce qu'au fond, cette question du paysage, c'est effectivement une question de perception, donc entre autres de représentation, mais c'est aussi une idée qui a une certaine généalogie. Et quand on regarde un peu dans l'histoire qui s'est occupé de travailler sur cette question du paysage productif, on voit bien qu'effectivement les limites disciplinaires ont peu de sens, mais on peut trouver un certain nombre de jalons dans l'histoire qui nous parlent de ces sujets. Alors on peut penser, pas très loin de chez nous, à la plaine de Vénétie avec les grandes exploitations agricoles de Palladio. C'est une sorte de mise en scène d'un paysage productif des grandes familles vénitiennes. On peut penser aussi au XVIIIe siècle aux expériences menées par Aimé Bonpland, par exemple, au Paraguay, qui après avoir fait des études de botanique et s'être penché sur des questions d'agronomie, va monter une exploitation modèle en limite de la forêt amazonienne avec un projet à la fois agronomique mais aussi social et urbain. Et puis au XIXe, on peut aussi citer les grandes expériences américaines de Downing, d'Olmsted, qui eux, dans la périphérie de New York, ont à cœur de trouver sur des échelles d'exploitation presque de ferme un modèle paysager et aussi un équilibre économique. Cette question d'équilibre économique, il est structurant, parce que si on dit qu'on passe d'un modèle où on est uniquement dans la représentation et une sorte d'esthétique, à un modèle dans lequel il faut que la fabrication, la productivité, l'économie d'un territoire soit un paysage, il faut à un moment passer par cette question de l'équilibre de ce qu'on produit, de ce qu'on vend, de ce qu'on achète, de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc cette question, au fond, du paysage productif, elle a une vraie généalogie historique, c'est intéressant de creuser, mais on peut trouver des jalons sur presque tous les continents de la manière dont, à différentes échelles, sur des territoires de l'ordre de la ferme ou de l'immense territoire, on peut trouver des réflexions et des expérimentations sur ces questions. Alors, pour vous, enfin, cette question du paysage productif, elle s'inscrit déjà d'une part dans le temps long, et puis à une multitude d'échelles différentes en fonction aussi des territoires d'analyse.
Alors effectivement, la question de l'échelle, elle est essentielle dans cette question. Et donc, c'est sans doute pas une échelle, mais une multiplicité d'échelles. Tout dépend du prisme un peu qu'on adopte sur le sujet du territoire qu'on regarde. Sur Rochefort, peut-être dire quelques mots de ce projet sur Rochefort. Rochefort, déjà par essence, c'est une ville fondée sur l'estuaire, qui émerge de l'estuaire dans une situation de quasi-insularité. La ville qui est en fond d'estuaire sur la ligne de pont historique, c'est Tonnet-Charente, sur la côte, bien campée sur un coteau rocheux bien dur. Rochefort, c'est une situation beaucoup plus friable, beaucoup plus mouvante, entre les marais, dans une situation d'insularité. Donc aujourd'hui, avec la montée du niveau des eaux, avec un certain nombre de changements de paramètres climatiques, il y a une sorte de redéfinition d'impact entre cette ville de Rochefort et son territoire. Et quand on se penche sur la question du devenir de la ville de Rochefort et de son territoire, on est obligé de passer par un certain nombre de questions qui touchent à la façon dont on va habiter ce site, dont la ville va pouvoir se développer, la façon dont on va continuer à pouvoir produire d'un point de vue industriel, dans la continuité de l'ancien arsenal, la façon dont les marais, la campagne environnante est aussi une campagne productive, et la façon dont cet ensemble de l'estuaire, de ces coteaux, de ces plateaux, forme une continuité d'écosystème avec une chaîne continue du littoral jusque la mer qui est extrêmement riche. Donc tous ces sujets imbriqués, on voit bien qu'une échelle ne peut pas suffire, et c'est assez symptomatique peut-être que dans notre proposition, on a essayé de toucher à une échelle qui touche à toute la façade atlantique de Brest au Pays Basque, et en même temps une échelle beaucoup plus fine jusqu'à l'insecte et à la biologie des sols et des milieux. Donc on voit bien que c'est des jeux complexes d'emboîtement. On est assez convaincu que cette question de la transversalité dans les échelles, elle est nécessaire pour traiter de cette question du paysage productif. Et donc, pour nous, ce paysage productif, il passe d'une approche par la structure des sols, la géologie, la géographie, jusqu'à l'évolution du climat, puisqu'on voit bien que c'est la montée des eaux qui découle de l'élévation de la température qui enclenche toute cette mécanique, jusqu'à des considérations presque de microbiologie extrêmement fines sur ce territoire. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, je me tourne vers Chloé Valadier et Gaëtan Brunet, donc les représentants du projet mentionné du Pays de Dreux, le projet Ecological Magnets. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces questions, à ces différents propos? Et puis peut-être vous présenter évidemment aussi votre projet dans les grandes lignes. Merci en tout cas pour cette table ronde de nous permettre de présenter un peu nos idées. Alors nous, le sujet est un petit peu différent au Pays de Dreux. Déjà, c'est pas un territoire en crise immédiate, on va dire, sur un plan de montée des eaux, comme ça peut l'être à Rochefort ou Saint-Omer. Pour autant, cette question écologique ou environnementale, on l'a adressée dans notre projet. Mais il vient aussi, disons, la question, elle se pose aussi d'un autre plan, c'est que la naissance de la question, elle est dans la transformation d'une route nationale en autoroute, et qui a invité un certain nombre de communes à imaginer des zones d'activité économique. Et la question, elle s'ouvre ici, disons, un peu à l'entre-deux de cette session d'Europan et de la prochaine sur la question de la production, notamment industrielle, dans les territoires dits ruraux, continents de ruraux que la France, seulement 1% de la population est agriculteur. Et puis en même temps, la question de l'écologie ou la question de l'environnement qui se pose en fait à plusieurs échelles et sur plusieurs modalités. En fait, a priori, c'est deux questions qui sont assez contradictoires. C'est-à-dire comment maintenir ou développer un tissu industriel ou productif dans des territoires qui sont plutôt à intensité faible ou pas très bien connectés, pas des territoires intenses de grandes métropoles, mais qui pour autant sont métropolitains dans leurs usages et dans leurs habitudes et dans leur manière de consommer aussi. Et puis une question environnementale ou écologique qui tendrait à dire qu'on a peut-être assez d'autoroutes comme ça, qu'on a peut-être assez de zones d'activité. Nous, on trouve qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est intéressant ici dans la manière de croiser ces deux questions, c'est peut-être de se dire qu'aujourd'hui, par exemple, un tiers de la population du Pays de Dreux va tous les jours travailler en région parisienne.
que la question du coup environnementale, elle se pose aussi sur des questions de mobilité, sur des questions d'infrastructure, mais sur des questions de pollution aussi. Que aussi, de cette manière, les autres activités qui sont produites, même s'il y a des exemples qui sont plus intéressants, on est toujours sur un système relativement normatif de production d'espace. Et qu'en fait, la logique qu'on a essayé de mettre en place dans le projet, c'est de dire que dès lors qu'on commence à interroger à plusieurs échelles cette question de l'activité dans des zones à intensité faible, qu'on pouvait travailler sur peut-être une meilleure articulation avec des bourgs ruraux, par exemple, dans les zones d'activité industrielle, qu'on pouvait réfléchir aussi à la montée en puissance disons, de logique d'échange, d'énergie ou de colorisation, que ce soit à l'échelle des ZAE, mais aussi à l'échelle du territoire. Aussi parce que, par exemple, le Pays de Dreux est doté d'un outil, disons, d'énergie durable, avec du potentiel éolien et géothermique, par exemple. Et que aussi, la manière de réfléchir à ces zones d'activité, ça peut permettre aussi d'avoir une certaine masse critique, par exemple, dans des logiques de mutualisation pour pouvoir se doter d'outils énergétiques qu'on n'aurait pas pu réfléchir avec une ZAE un peu classique, voilà, où seul est mis en place en amont une logique de bière qui va donner des possibilités de construire des parcelles plus ou moins grandes en fonction des prospects industriels qui viendraient s'installer ici. Et puis aussi, il y a une figure qui nous a intéressé en fait en travaillant sur ce territoire donc du Thymerais et du Drouet, qui sont les régions naturelles du Pays de Dreux. C'est ce paysage d'open field qui, en gros, a très bien, c'est très bien adapté, disons, à la révolution de l'agriculture industrielle de l'après-guerre, où les paysans deviennent des exploitants agricoles et sont équipés. Et puis, on a aussi voilà, un exode rural qui est lié à des nouvelles tailles d'exploitation agricole. Et en fait, avant ça, c'était comme un paysage du commun, un paysage qui s'est construit au Moyen-Âge, avec des logiques de mise en commun de ce qu'on appelle les villes et les pâtures, par exemple, qui permettaient à des paysans sans terre d'avoir accès à des parcelles pour leurs animaux. Et donc, cette logique-là de la mise en commun, de trouver des espaces de mutualisation, on s'en est inspiré, en tout cas, pour avoir des réflexions de logique de projet pour penser les espaces d'activité industrielle. Ok. Tu veux compléter? Oui, peut-être je vais juste compléter un peu par rapport à cette question des échelles, rebondir sur le terme multiscalaire qu'a employé Iris. C'est vrai que nous on l'a directement adressé comme ça en parlant un peu par rapport à notre projet de un peu 4 échelles, l'échelle de l'écosystème, l'échelle de l'environnement, l'échelle de l'économie et l'échelle de l'énergie. Et c'est vrai que voilà. Et cette question multiscalaire, elle faisait réellement écho aussi à celle quasi, on pourrait dire, de compétences, puisque on adressait simultanément un peu l'échelle de la ZAE, de la commune et son paysage, celle de l'agglomération et son économie, et celle de l'énergie. Voilà, en 2 mots. Très bien. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Alors, si j'ai bien compris, en fait, la question du paysage productif, elle doit s'envisager à de multiples échelles. On parle de multiscalaire, on parle de milieux habités, de milieux géographiques, d'échelles territoriales, de microbiologie. Le problème, c'est que très souvent, en fait, ces échelles transcendent quelque part les périmètres administratifs et institutionnels. Du coup, moi, ça me pose un vrai problème. C'est comment est-ce que concrètement on fait en fait ces paysages productifs. C'est-à-dire quel est le bon système de gouvernance qui permettrait à un moment donné de pouvoir justement traiter pleinement de ce multiscalaire, de ces multiples échelles à l'échelle des territoires. Et comment est-ce qu'on justement connecte avec ces périmètres institutionnels et administratifs. Je vous mets la question sur la gouvernance. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui souhaite prendre la parole là-dessus, sur la gouvernance de ces paysages politiques. Je ne sais pas, ce qu'on peut peut-être déjà dire, c'est qu'on rêve tous de IBA à la française, quoi. Il manque un outil aujourd'hui, clairement, pour transcender les frontières administratives. Et qu'en même temps, en tout cas, c'est comme ça que pour ma part, j'aurais vécu la 15e session de Repan.
c'est que la plupart des projets sont quand même des projets processuels, dans le sens où face à une multiplicité d'échelles, qu'elles soient temporelles ou spatiales, on arrive à des projets qui présentent des processus, en fait, qui essayent d'une certaine manière, de présenter la continuité d'un devenir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit au fur et à mesure le projet. Et cette continuité d'un devenir, en fait, oui, elle se heurte encore effectivement aux frontières administratives et ça, on est tous très, très malheureux. Bah, peut-être pour aller dans ce sens, c'est vrai que la question de la gouvernance des paysages et des paysages productifs, c'est une question qui est assez délicate parce qu'un paysage, on en a déjà parlé, mais ça a pas de, ça transcende les échelles par essence, c'est par essence transversale. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de devant, il n'y a pas d'arrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les projets, on constate qu'il y a quand même une forte décorrélation entre les projets de maîtrise d'œuvre et ces projets de territoire. Malheureusement, quand on commence à se frotter à véritablement de la maîtrise d'œuvre, on se rend compte que très vite, il faut être assez armé pour pouvoir résister à ce que les contraintes ultra-locales l'emportent sur une vision qui était une vision première territoriale. Et en miroir de ça, on se rend compte que des schémas qui sont des schémas de cohérence territoriaux ou des plans directeurs se détricotent au fur et à mesure de ce qu'on appelle cette fameuse mise en cohérence des schémas directeurs par rapport à leur adaptation locale. Alors, c'est pas vrai de tous les projets, et c'est souvent les projets qui sont situés dans des commandes un peu hors cadre habituel qui permettent d'un peu pallier à ces problèmes. Nous, on a la chance de travailler dans notre agence Altitude 35 sur les ateliers des territoires, qui sont des commandes qui émanent directement de l'État, du ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est ça, et qui permettent en fait de mettre autour d'un projet commun des acteurs locaux. Alors c'est des EPCI, souvent plusieurs communautés de communes, et des services déconcentrés, que ce soit les DDT, les DREAL, et ça permet en fait à chacun d'installer dès le début une gouvernance qui soit transversale et qui transcende justement ces périmètres administratifs et les prérogatives de chacun. Et c'est parce que c'est installé dès le début du projet qu'ensuite ça fonctionne dans la continuité. Et c'est vrai que tout le monde a dit depuis le début que effectivement il n'y avait pas une juste échelle pour traiter ces questions de paysage productif. Il s'agit d'un va-et-vient entre, on a beaucoup parlé de projets multiscalaires, mais ce va-et-vient, moi je pense qu'il peut véritablement être efficient que dans la mesure où c'est une même maîtrise d'ouvrage ou en tout cas une association ou une collaboration entre différentes maîtrises d'ouvrage qui se met véritablement en œuvre pour suivre un projet à toutes ces échelles. Et c'est à la fois le cas, je pense, aussi dans un projet, parce que tout ça prend beaucoup de temps. Et on se rend compte, alors j'enrichis parler des IBA, on voit aussi par exemple dans des projets comme Euralance, qui est suivi depuis assez longtemps par Jean-Louis Subilo, que quand il y a vraiment cette vision multiscalaire qui est portée par des personnes qui sont là depuis longtemps et qui ont toujours à l'esprit cette superposition des échelles, on se rend compte qu'effectivement la multiplication des maîtrises d'œuvre locales finit par aboutir effectivement à la vision territoriale initiale et que ça fonctionne. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, mais vraiment en un mot, préciser ce que sont les IBA? Alors, les IBA, on va essayer de faire simple, hein, mais c'est une idée qui a beaucoup été développée par les Allemands avec l'idée que dans un temps donné, je crois qu'en Allemagne, autour de la Ruhr, c'était 15 ans, on mettait un certain nombre d'acteurs autour de la table pour faire un certain nombre de projets qui tiraient dans le même sens. Qui a été beaucoup développé après la Ruhr. Ça a été aussi, les Suisses s'en sont emparés. Et aujourd'hui, il est question que le gouvernement français lance un certain nombre d'IBA. Enfin, en tout cas, ça fait partie des raisonnements qui sont dans les tuyaux sur l'Hexagone. Donc, mais ça a l'intérêt de fédérer différents acteurs autour d'un but commun sur une échelle plutôt territoriale, avec un plan de financement sur 10 ans, sur 15 ans. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que, je ne sais pas, Marie-Hélène Badia, est-ce que vous avez une remarque par rapport à cette gouvernance? Je peux bien sûr essayer de compléter. C'est vrai que en écoutant l'équipe Altitude 35, j'approuve complètement ce qui a été dit et je pensais aux atlas du paysage que j'avais vu naître il y a 30 ans et
je pense que ça avait peut-être commencé avant que je commence à faire du conseil dans les directions départementales de l'État. Mais il existait des très grands documents, très beaux documents à travers qui étaient à l'échelle départementale, voire plus. Je ne sais pas très bien comment est-ce qu'ils ont survécu, comment est-ce qu'ils sont utilisés. Je ne suis pas sûre qu'ils aient trouvé toujours ce qu'on aurait pu, enfin, les suites qu'on aurait pu en attendre. Je crains que ça ait été parfois un peu minimisé. Moi, je me dis quand même, je m'excuse de revenir sur l'actualité, mais il me semble que au travers peut-être de la question de l'alimentation et des circuits courts, il peut y avoir une reprise en main politique de ces sujets qui irait vers pourquoi pas des politiques territoriales, voire je me posais la question en écoutant des politiques de gestion de territoire. Bon, ça on en a, de protection de zones agricoles on en a, mais est-ce que finalement on les vit pas plus comme des outils de séparation que des outils de coordination? Et est-ce que, au travers de la question de l'alimentation, est-ce que ça peut pas permettre de porter justement sur ces nécessités de coordination à différentes échelles, depuis l'agriculture urbaine en ville, en périurbain et à plus grandes échelles territoriales, d'essayer de porter un point de vue plus coordonné, plus commun, et voir une question autour de la politique alimentaire à l'échelle d'une agglomération, d'une métropole, voilà. Est-ce que l'actualité va pas nous offrir un levier de nouvelles gouvernances, mais aussi de nouveaux objectifs qui seraient politiques? Certainement. Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Marie-Hélène, il faut aussi faire le procès de la modernité qui a fragmenté aussi les choses. Lors de la première question, on se posait un peu l'opposition entre les paysagistes et les architectes. Rappelons-nous que durant les 30 Glorieuses, tout ça s'arrêtait à des notions d'échelle. Hein. Le géographe, l'urbaniste, l'architecte intervenaient à des échelles différentes qui étaient très bien définies. De la même manière, tous ces découpages administratifs, pour moi, sont issus de cette époque prospère, mais dépassée. Et c'est vrai que dans le cadre de Saint-Omer, par exemple, on parlait des communs, de la mise en commun. Et peut-être que l'aventure, y compris institutionnelle, est là aujourd'hui. C'est-à-dire comment, et c'était rappelé pour Valence ou pour d'autres territoires, comment est-ce que des institutions, des EPCI entre autres, des départements, des régions peuvent travailler ensemble, comment est-ce qu'elles peuvent s'entendre, et c'est dans ce lien certainement que se situe une des grandes aventures de demain. Merci. Un dernier mot des représentants du projet Ecological Markets, également. Oui. Alors merci. Ouais, sur la question de la... je ne sais pas si on peut avoir une réponse sur la question de la gouvernance, parce qu'en fait, je pense aussi que les temps actuels et puis les circonstances dans lesquelles nous sommes et les enjeux aussi qui se posent à nous invitent aussi à une forme d'humilité quelque part dans la question de l'aménagement et de la planification. D'une certaine manière, il y a cette question du paysage productif, il y a aussi il y a des questions à mettre en jeu, mais il y a aussi comment dire, je pense que la question de l'alimentation est centrale. Et elle suppose aussi un système d'organisation et du territoire et de la production agricole voilà, qui a besoin d'être très différent. On voit quand même aujourd'hui que les grands gagnants du continent, c'est l'industrie agroalimentaire et pas nécessairement une agriculture biologique locale. De cette manière, je pense qu'il existe partout des leviers. Par exemple, nous, on s'en est saisi d'un sur notre projet à travers le besoin d'une agriculture biologique et locale pour les écoles et les services, en disant par exemple que
un des projets qui pouvait être développé sur un des 3 sites qu'on avait, c'était justement peut-être une cantine collective qui n'existe pas aujourd'hui dans le pays de Dreux. Donc un lieu de production d'une nourriture bio et locale sur un territoire qui est à 70% quand même agricole. Et après, peut-être l'autre démarche, je pense qu'évidemment, il faut avoir des logiques multiscalaires, mais il faut avoir partout des logiques de projet. Ce qu'on voit par exemple aussi bien avec les zones d'activité économique, c'est que la question du modèle qui était posée, qu'on pourrait reproduire sur les 3 sites et peut-être d'autres demain. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait par exemple ici trois territoires qui étaient extrêmement différents, avec une histoire très différente. Cette question de logique de projet, c'est aussi de mettre autour de la table aussi les industriels, les agriculteurs, tous ceux qui éditent des normes de penser les processus, et puis aussi évidemment l'aménagement, la planification. Et que, en tout cas, nous, là, je pense que, à la différence de la pensée moderne, c'est qu'aujourd'hui, on doit probablement re-rentrer partout dans une logique de projet et qui met en évidence à chaque fois les singularités des territoires, des acteurs, des processus, des systèmes d'approvisionnement, etc. Merci beaucoup pour avoir participé à cette deuxième table ronde. Et à bientôt. Merci. Ok. Merci à vous. Merci à tous.